Alors, il y a quelques secondes de décalage entre LinkedIn et ce que nous vivons aujourd'hui aussi, c'est un point. Ok. Donc, en principe, ça doit sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort? Là, je viens de recevoir une notif comme quoi c'est ouvert. Ouais, voilà. Donc, oui, voilà, on est déjà dehors. Très bien. Bonjour, okay. Bonjour à tous. Bon, je reconnais quelques visages ici. Est-ce qu'on voit, nous, les personnes ou pas, Antoine? Ouais, il y a déjà des commentaires, etc. Je ferai de la team replay. Alors, commentaires à propos, commentaires. Donc, oui, on y est. Bon, moi, je le vois Donc, pas. bonjour. Bah, je pense de toute façon, là, il fait sympa en France, non? Actuellement, la météo est bonne. Ça va. Oui, on a enlevé les parkas en Auvergne. Donc voilà, donc pour les personnes qui sont présentes, si vous pouvez nous dire, je pense que ça peut être pas mal pour Jean-Michel, pour Jean-Christophe, pour Bruno, pour moi-même, si vous pouvez effectivement communiquer vos attentes par rapport à ce live qui est vraiment la performance par la confiance. C'est un chapeau, c'est un titre générique. Mais en tout cas, on va discuter de ça aujourd'hui. Alors, on va attendre quand même que les personnes viennent, puisque typiquement, il y a toujours quelques minutes où ça prend un peu du temps à prendre. Donc, on fait un peu de small talk entre-temps. Et puis, voilà, si vous pouviez lui partager, ce serait vraiment génial. Je vois Sylvie Asval qui nous dit bonjour. Donc, je connais Sylvie, donc je lui dis bonjour. Bonjour, Sylvie. Je ne vois pas les autres encore. Donc, Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous. Donc voilà, donc là, typiquement, on va encore attendre 5 minutes, 5 grosses minutes, le temps que les personnes viennent. Nous avions... On meuble 5 minutes, Antoine, c'est compliqué pour nous. Voilà. Et puis, si aussi vous pouvez partager de quel endroit vous connectez, ça peut être... voilà. Moi-même, j'ai le privilège de vivre à Lisbonne, donc c'est quand même sympa. Alors, Jean-Michel ou Jean-Christophe? Oui. Ouais, de quel endroit vous êtes? Vous vous connectez là aujourd'hui? Moi, donc, bonjour à toutes et à tous. Et bien, moi, je suis un pur Auvergnat et né à Clermont-Ferrand. D'accord, super. Moi, je suis basé à Clermont-Ferrand, voilà, donc d'origine haut-savoyarde. Super. Bruno? Et moi, je suis à Paris et j'ai bien compris, Antoine, que le prochain webinaire serait en présentiel à Lisbonne, chez toi, c'est ça? Oui, avec plaisir d'ailleurs, avec plaisir. D'ailleurs, on parlait avec, on a une connaissance effectivement ensemble à Lisbonne, et puis on a pu un peu justement rapidement échanger sur le live d'aujourd'hui. Voilà, il le regardera en différé. Très bien. Marianne de Clamart. Bonjour, Marianne. Bonjour, Marianne. Bon, et puis de toute façon, c'est un sujet qui touche tout le monde, toutes les entreprises, parce qu'on soit patron de start-up ou dans un leader mondial comme Michelin, c'est un sujet qui concerne tout le monde, et même des solopreneurs d'ailleurs, puisque eux-mêmes aussi ont des équipes, des sous-traitants, etc., qui travaillent pour eux. Donc, on parle bien de l'essentiel, c'est de l'engagement humain, et comment justement garantir un engagement humain. C'est un sujet qui, au final, est permanent. On le met de côté parce que ça paraît une évidence ou quelque chose qui a, au final, peu d'enjeux par rapport à bien d'autres enjeux, la stratégie, par exemple, mais qui est pour moi, on va en parler aujourd'hui, mais qui est en fait crucial à plus d'un titre. Ouais. Oui, on a tous vécu justement plein de situations parce que
que l'on soit collaborateur, directeur, membre de COMEX, consultant, de toute façon, effectivement, on a vécu tous les cas de configuration. Avant d'être membre du COMEX, on a été collaborateur. Avant d'être consultant confirmé, on a été consultant junior. Donc, effectivement, la réalité touche toutes les organisations et dans les différents sens. Bonjour Florent. Bonjour Bertrand. Voilà, on va commencer dans 2-3 minutes maintenant. Et typiquement, il y a les lives LinkedIn, ça prend toujours un peu de temps pour que les gens viennent. Mais voilà, on sait que c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, on va bientôt commencer. D'accord. Là, encore 1-2 minutes et on est parti. Bonjour Gérard. Merci. J'espère qu'on on aura les conditions pour pouvoir tous se retrouver à 5, justement, peut-être en début d'année. Donc, super content que tu sois venu. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on va peut-être commencer. Très bien. Dans ces cas, ce live est sorti d'une conversation avec Bruno. Je pense que c'est comme ça que Bruno va expliquer un peu pourquoi ce live et comment c'est venu entre nous. Sachant qu'on travaille justement comme expert auprès de l'organisation pour aider sur des sujets d'organisation, d'efficacité opérationnelle notamment. Donc c'est sorti de façon très spontanée. Donc peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de table et je vais passer la parole à Jean-Michel pour qu'il puisse se présenter, pour qu'il puisse passer. Jean-Michel est écrivain, mais il va vous raconter toute la suite. Oui, merci Antoine. Tout d'abord, je voudrais vous remercier toutes et tous de nous faire l'honneur d'assister à cette visioconférence. Je suis très touché, très ému, et vous comprendrez pourquoi. Donc, je m'appelle Jean-Michel Frixon, j'ai 64 ans. J'ai travaillé chez Michelin à Clermont-Ferrand durant 43 années. Essentiellement en tant qu'ouvrier à la production dans les ateliers de l'agglomération clermontoise. Et je suis parti de chez Michelin à l'âge de 60 ans, donc en 2019. Et j'ai écrit un livre à la sortie à la retraite, mais qui à la base, je ne voulais pas un livre, je le voulais plus faire une présentation de ma carrière professionnelle, je vous expliquerai peut-être pourquoi. À dessiner à mes 2 enfants pour retracer toute ma vie professionnelle. Mais l'histoire, avec une rencontre avec Jean-Christophe, on a décidé tout autrement. Et c'est une histoire magique qui s'est écrite derrière. Super, merci Jean-Christophe. Ouais, Jean-Christophe. Jean-Christophe Guérin, bonjour à toutes et à tous. J'ai passé 38 ans dans le groupe Michelin. J'ai passé 16 ans au comité exécutif. J'ai essentiellement travaillé dans le monde de l'industrie. Et mes dernières fonctions étaient directeur de l'industrie du groupe Michelin. À l'époque, c'est 80 usines, 80 000 personnes dans le monde entier. Et on est maintenant conférencier, Jean-Michel et moi, en duo. On nous surnomme le duo improbable. Et on a des messages qui nous tiennent à cœur et qu'on a l'occasion de passer aujourd'hui. On est très contents. Super, Bruno. Ouais, bonjour à tous, Bruno Lenoble, associé fondateur de Valtao. On intervient pour des sujets de transformation en pilotage ou en accompagnement du changement sur des périmètres qui peuvent atteindre les 90 000 ou 100 000 personnes. Et donc, j'ai rencontré il y a maintenant quelques mois Jean-Michel et Jean-Christophe. Et très vite, on a eu des échanges extrêmement intéressants, j'allais dire des connivences d'action et d'état d'esprit surtout, qui font que lorsque j'ai lu en plus le livre de Jean-Michel, dont il va nous parler juste après,
je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et là, on a l'opportunité, alors effectivement en mode un peu spontané, d'écouter attentivement et dialoguer avec Jean-Michel et Jean-Christophe, qui sont plus qu'un duo improbable, hein, qui sont un duo qui peut être extrêmement inspirant pour les transformations qui vous concernent tous. Très bien. Et puis, bon, voilà, je me présente. Donc, mon nom, c'est Antoine Blanchy. Je suis mentor pour dirigeants d'entreprise et je les aide à transformer leur entreprise. Et souvent, la transformation, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Ça touche pas seulement les résultats, mais ça touche aussi la façon de travailler et ça touche évidemment les personnes qui seront dans les organisations. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir quand j'ai rencontré Bruno, justement, qu'on s'est dit, on va faire un chemin ensemble. Et a surgi effectivement cette conversation de pouvoir lancer ce live. Donc on est là aujourd'hui. J'aime beaucoup le cas Michelin. C'est un cas dont on ne parle pas assez. C'est une entreprise qui est extraordinaire parce qu'elle est à la fois leader mondial. Elle a gagné effectivement une vraie compétence transnationale. Et en même temps, c'est une superbe marque. Et cette excellence française est encore une forte caractéristique de l'entreprise. Et c'est pour ça que, en quelque sorte, ce live, on l'a appelé justement la performance par la confiance. Pourquoi ? Parce que justement, Jean-Michel et Jean-Christophe vont vous expliquer pourquoi. Donc, merci à tous de venir. Puis, vas-y, Bruno, tu veux peut-être lancer le débat ? Simplement donc faire le lien avec ce que je disais et permettre à Jean-Michel et à Jean-Christophe de prendre la parole. À partir du livre donc de Jean-Michel, on a droit, entre guillemets, on a la possibilité de plonger dans des réalités industrielles qui peuvent permettre à la fois de très belles choses, au-delà même des performances évidemment industrielles, mais au plan humain. Et puis parfois des situations beaucoup plus difficiles, délicates, et qui peuvent générer un certain nombre d'effets, de réactions, je dirais même en chaîne, et qui au bout du bout, si on regarde ça du très haut d'un COMEX par exemple, on pourrait se dire, bon finalement c'est pas grand-chose. En fait, si, c'est énorme au plan humain, combien même il n'y aurait qu'une seule personne qui serait concernée, mais en plus, si on n'était que cynique, entre guillemets, hein, permettez-moi cette expression, ce terme, on ne peut pas s'exonérer de regarder ce type de situation et se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Voilà. Ah oui, tout à fait. Et donc, voilà. Alors, Jean-Michel, un livre, pourquoi un livre ? Pourquoi un livre ? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit en présentation, c'était loin de mon idée d'écrire un livre. En fait, j'ai ressenti la sensation quand je suis parti à la retraite, comme je vous l'ai dit en 2019, d'écrire à mes deux enfants de mon parcours chez Michelin, fort de 43 années, parce qu'à un moment donné, je dois le reconnaître, que le papa qui partait en 3-8 à la production, il n'était pas toujours agréable à la maison. Il a fait souffrir mes enfants, j'ai fait souffrir ma femme, parce que j'ai fait peut-être la chose qu'il ne fallait pas faire quand j'étais mal. Peut-être qu'on y viendra au cours d'un débat. Quand j'étais en difficulté, j'ai eu le besoin, la sensation d'expliquer mon parcours parce que je me suis vraiment enfermé. Je ne voulais pas qu'on parle à la maison de chez Michelin. Donc, et je pense que quand on est mal au travail, on fait souffrir. Non, on est mal au travail d'une part et en plus, on emmène ses soucis à la maison et ça emmène beaucoup de choses. Et donc, j'ai voulu écrire ça comme un mémoire d'étudiant. Il faut savoir, je vais jouer la carte de la transparence avec vous. Je n'ai aucun diplôme. Donc, moi, ce que je voulais, c'est le présenter comme un mémoire. Et Dieu sait ce qu'un mémoire d'étudiant, pour moi, ça représente. Et pour tout leur expliquer du premier jour de l'embauche jusqu'à l'âge de 60 ans, parce que je me suis rappelé de tout, je ne sais pas pourquoi. Et c'était en fait le mot fort de tout ça, c'était le mot transmission. Ouais. Je pense que c'est effectivement, c'est particulièrement touchant. D'abord parce que, quand même, quand on voit les statistiques en France, plus de 50% des travailleurs, des collaborateurs, vivent un stress continu et intense au travail.
Et c'est largement plus de 50%. Quand on voit les statistiques de burn-out, etc., et d'absentéisme aussi, on est quand même assez étonné parce que j'ai dû parler avec quelqu'un qui me parlait de à peu près 20 jours en moyenne d'absentéisme, ce qui est colossal. Donc 20 jours, c'est un mois complet. Donc c'est vraiment, ça coûte vraiment beaucoup d'argent et c'est effectivement un des éléments inhibiteurs de la performance, mais aussi évidemment du bien-être. Et Jean-Michel, voilà, c'était important de se dire, vraiment, on peut faire mieux. Oui, complètement, complètement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du livre maintenant, Jean-Michel? Je le présente ici parce que… Alors, merci beaucoup. Ce que je tenais à vous dire, à vous toutes et à vous tous, c'est que le livre qui est… Bon, après, l'histoire m'a dépassé, c'est une histoire, c'est un conte de fées. Mais moi, j'ai écrit ce livre avec une règle d'or, c'est de ne pas faire un brûlot contre l'entreprise. Ça ne m'intéressait pas et ce n'est pas le but et ça ne me ressemblait pas. J'ai simplement exprimé à travers ce livre mon parcours, avec, comme tout à chacun, ses joies et ses peines, parce qu'à un moment donné, c'était très, très compliqué pour moi. Et puis surtout, le fil de tout ça, c'était l'importance du management, parce que j'explique en toute honnêteté l'impact d'un bon manager, et je le cite, et j'étais fier de l'expliquer dans mon livre, et aussi l'impact destructeur de managers toxiques jusqu'aux conséquences que cela peut avoir. Donc voilà. Après, l'histoire m'a dépassé parce que c'est Jean-Christophe qui a tenu à me rencontrer pour parler du livre. Et à partir de là, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire, comme de me trouver devant vous, c'est une histoire improbable. Voilà. Et si je peux me permettre, avant de vous dire ma vision du management, c'est que je ne viens pas vers vous pour vous donner à vous toutes et à vous tous une leçon de management parce que j'en ai pas les moyens. Et puis ça ne me ressemblerait pas, mais c'est juste partager mon avis et ma vision du management à travers mes 43 années d'ouvrier. Voilà. Je continue ou… Bien sûr. Oui, voilà. Avant toute chose, je voudrais, et en toute sincérité, je voudrais reconnaître s'il y a un poste qui est très difficile dans toute entreprise, et là, ce n'est pas une question de taille, s'il y a un poste qui est très difficile, et peut-être un des plus difficiles, c'est bien celui du poste de manager. J'en veux pour un simple exemple tout simple. Un manager qui a 10, 20, 30 personnes, eh bien, il aura 10, 20, 30 caractères différents. Et la difficulté pour le manager, c'est de s'adapter aux caractères différents des personnes et non pas l'inverse. Et ça, déjà, ce n'est pas une mince affaire. Vous savez, quand je suis rentré à l'âge de 17 ans chez Michelin, et là, je vous le dis en toute honnêteté, donc c'était en 1977, et l'image n'est pas fausse, c'est qu'on nous demandait, nous les ouvriers, de laisser notre cerveau là où on laissait nos effets personnels, c'est-à-dire dans le vestiaire. Le chef était là pour penser à notre place. C'est dingue. C'est du vécu. C'est du vécu. Aujourd'hui, avec le recul de mes 43 années, c'est plus tellement le cas, mais ça a mis du temps pour que ces choses-là disparaissent. Mais je me permettrai de vous dire que le diplôme ne délivre pas pour autant le passeport du bon manager. Et je le démontrerai par 2 exemples concrets dans quelques minutes. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, avec Jean-Christophe, d'être invité parmi les plus grandes écoles de France et dans bien des entreprises et donc devant vous. Et ce n'était pas une découverte de ce côté-là pour moi, c'est que maintenant les managers, qui sont d'une autre génération et heureusement, ont tous fait des études de management. Et ensuite, les entreprises complètent leur formation en interne. Ça, c'est ce que j'appellerais le côté classique. Cependant, un autre thème, est important et peu exploité ou insuffisamment abordé, à mon sens, dans les formations, c'est celui de l'humain. Je me permettrai de vous dire que ne croyez jamais que votre valeur humaine est annexée à un diplôme, à une fonction ou à un statut. Appliquer une politique humaine n'est pas un aveu de faiblesse en soi, encore moins une lacune, mais bien au contraire une force et une qualité. Si un manager veut obtenir la confiance et l'adhésion de ses équipiers, il lui faut impérativement, et je dis bien à mon sens, respecter, écouter
et considérer les personnes qu'il dirige ou sera amené à diriger. Il en va de même pour les N+2 et au-dessus. N'oubliez jamais que l'exemple doit toujours venir par le haut. À mon sens, si ces principes de base, aussi simples que ceux-ci, ne sont pas respectés, voire galvaudés, ce management-là ira irrémédiablement droit dans le mur. Il y a 1000 façons de contrer une politique managériale et je peux vous le prouver parce que je l'ai fait, moi et mes collègues, quand on a un manager toxique, il y a 1000 façons de le contrer. Dans ce cas de figure, il n'y aura aucun gagnant et le premier perdant sera le service en question et forcément l'entreprise. Ouais. Mais j'aimerais vous dire que si le manager doit respecter les gens, il faut forcément que ce respect soit mutuel. Et s'il ne l'est pas, parce que je l'ai vécu, des collègues à moi qui ne respectaient pas le manager, c'est à lui de faire le boulot et de se faire respecter parce qu'en même temps, envers la personne, mais il envoie un message fort aux équipiers. Après, c'est que mon sentiment de ce que je vais vous dire, c'est des toutes petites choses que vous pouvez mettre en place dès le lendemain. Le manager doit connaître les fonctions de chacun de ses équipiers, découvrir ses responsabilités professionnelles. Alors, on ne lui demande pas de connaître le poste en intégralité, non, mais c'est de savoir qui fait quoi et quelles sont ses responsabilités. Je vous promets, moi, je vais vous parler tout à l'heure d'un manager toxique qui savait où j'étais géographiquement dans l'atelier et c'était terminé. Toujours à mon sens, pour construire un esprit d'équipe et gagner la confiance des personnes, le hiérarchique doit découvrir qui sont les personnes en dehors du contexte professionnel. Qui sont-ils? Que font-ils? Quelles sont leurs passions? Et là, c'est là peut-être que je vais vous surprendre, le manager doit faire de même. Et si vous faites ce petit conseil, vous allez établir, il va y avoir 2 connexions imperceptiblement qui vont se faire dans le relationnel. Vous allez construire le début d'une cohésion d'équipe entre les hommes. Ainsi, en s'intéressant aux personnes, bien sûr dans leur monde professionnel, mais en dehors, et vous serez surpris des fois, en grattant qui est derrière, quelle machine, derrière l'homme, vous êtes dans le respect et la considération des personnes. Une difficulté pour un manager, et là, c'est vraiment que moi qui le dis encore à nouveau, un manager doit être bienveillant et exigeant à la fois. Il marche sur un fil très ténu. En aucun cas, et c'est un ouvrier qui vous le dit, en aucun cas, un ouvrier doit devenir un copain. Un chef doit devenir un copain. Pardon, excusez-moi, ça c'est le trac. Un chef ne doit devenir un copain. Heureusement que tu m'as repris parce que je n'avais pas vu le lapsus. Parce que ça, j'ai vu un collègue qui était un artiste qui s'est mis le manager dans la poche et c'est le manager qui après est pris pour être intègre. Ouais. Et là, je vais me la péter devant vous puisque je vous ai dit que j'ai aucun diplôme et je vais citer Victor Hugo qui a dit la première égalité, c'est l'équité. Des choses simples, savoir reconnaître le travail bien fait, le dire, le compliment stimule l'engagement, récompenser le présentéisme, le professionnalisme. Et ce que j'appelle aussi chez Michelin dans la polyvalence, c'est-à-dire une personne qui connaît tous les postes, c'est une personne précieuse, au détriment de celui qui ne l'est pas. Un manager qui s'appuie sur ses équipiers sera suivi et épaulé par eux. Je vais vous donner, pour conclure, l'exemple d'un manager toxique et son contraire. Pour faire très vite, il me restait plus que 8 ans à faire et j'ai eu affaire, moi et mes collègues, à un manager toxique. Je ne vais donner que son prénom, de toute façon, il est à la retraite, c'est pas le problème. Il s'appelait Patrick et qui avait un ego, je vous promets que tout est vrai ce que je vous raconte, avait un ego. Mais un ego, c'était imbuvable et il avait un profond mépris, je mesure mes mots, un profond mépris pour la classe ouvrière. Et ce manager-là, qui était loin d'appliquer la règle de l'équité, ne pouvait pas me prendre à défaut dans le travail. Là, je vais être un peu sortir de l'humilité parce que moi, j'avais toujours, quel que soit, et Dieu sait que j'ai fait des tâches parfois ingrates au cours de ma carrière dans un atelier, j'ai toujours essayé de rendre toujours la copie au plus propre, la plus propre possible par respect de l'entité et de l'employeur. Et cette personne-là, donc, ne pouvait pas me prendre à défaut, mais il n'aimait pas ma personnalité, pour des raisons qui ne pouvaient être que les siennes. Et à un moment donné, donc ça ne passait pas.
au point de vous dire que quand j'en voyais, j'en avais la boule au ventre. Et donc, une fois, c'est le bilan annuel. Là, vous connaissez tous ce que c'est. Et il me dit, écoute, cette année, Jean-Michel, je suis très, très content de toi. Là, je suis un peu surpris parce que moi, je n'ai pas changé ma façon de travailler depuis que je suis avec lui. Et il me dit, comme j'étais dans un service, qu'on travaillait avec les ingénieurs Michelin, ceux qui concevaient les prototypes des pneus du futur, il m'a dit, j'ai d'excellents retours sur toi, sur ton travail. Je suis très content et je t'invite à continuer l'année prochaine dans ce sens. Et il me dit, voilà, ta feuille, tu as l'augmentation, tu iras la voir à ta place. Et je lui dis, moi-même, je suis dans son bureau, je suis assis. Moi, je dis non, je vais la regarder et je vous promets que c'est vrai. Et je vois au crayon à papier, je me rappellerai toute ma vie, je vois un magnifique 0% d'augmentation. Donc là, c'est de l'humiliation. Moi, j'ai qu'une chose, une envie de lui dire tout ce que je pense. Et il y a quelque chose qui me retient en interne, me dire, Jean-Michel, tais-toi, pars du bureau parce que tu vas lui donner, tu vas faire la faute que lui attend. Mais moi, je vous pose, bien que je vous ne connaisse pas, je vous pose une question. Avec cette humiliation, comment je fais pour adhérer et poursuivre mon manager? Pour terminer, c'est ce manager toxique, à la suite de plaintes de plein de collègues, et dont moi, auprès du service du personnel, cette personne qui ne voulait pas partir à la retraite alors qu'il avait tout pour partir, a été poussé à la retraite et donc il est parti et il a été remplacé par une jeune manageuse. Il me restait 3 ans à faire. Cette jeune femme, je lui dois tout parce qu'elle a métamorphosé l'ambiance dans l'atelier en 2 temps 3 mouvements. Ceux qui ont voulu la tester, parce qu'il faut reconnaître que dans les ateliers, c'est cru, c'est violent, mais c'est sincère. Il y a toujours pardonnez-moi, je vais faire un peu dans l'humour, mais des gros mulots, parce que c'est une manageuse, qui ont voulu la tester. Ils sont très vite aperçus qu'elle avait une main de fer dans un gant de velours. Et là, tout le monde a été remis à sa place. Et là, pareil que je vous disais, ça a fait le tour de l'atelier. Et pour terminer là-dessus, je n'avais pas changé ma façon de travailler. J'étais le même homme. Et cette manageuse à qui je dois tout m'a donné tout ce que son prédécesseur m'a refusé, c'est-à-dire changement de coefficient, augmentation de salaire comme je n'ai jamais eu. Et elle m'a nommé référent du poste sur lequel je travaillais, c'est-à-dire quand il y avait des visites où expliquer le poste, c'était moi. Et pour vous dire l'importance du management, j'en étais à 43 années de fonction. Je ne venais plus, grâce à elle, la boule au ventre quand je badgeais dans le tourniquet. Et j'ai même pesé le moment, l'instant. Je vous prie de croire que tout est vrai. J'ai dit, mais Jean-Mi, je suis tellement bien avec elle, enfin dans l'ambiance dans laquelle je travaillais, j'ai dit, je vais continuer. Et puis, il y a une petite voix qui est venue, qui m'a dit, écoute Jean-Michel, tu as 60 ans, tu as fait 43 années, il est temps de partir et c'est ce que j'ai fait. Et je me permettrai de vous dire pour conclure, je voudrais vous dire, et je sais pourquoi je dis ça, que n'oubliez jamais que vos paroles, excusez-moi, c'est l'émotion, On est avec toi, Jean-Michel. n'oubliez jamais que vos paroles ont le pouvoir de détruire ou de construire, de décourager ou d'encourager, de guérir ou d'ouvrir de profondes blessures. Choisissez vos mots avec une infinie précaution. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir un peu craqué. Merci Jean-Michel, parce qu'effectivement, quand on revient à des histoires, on connecte beaucoup à de l'émotionnel. Les personnes qui écoutent ont réagi, parce que vous ne le voyez pas, mais en tout cas, voilà, ça se voit sur ceux qui sont du live, il y a des cœurs, il y a des soutiens, etc. Je pense que, et c'est le cœur de l'humain, en quelque sorte. Merci beaucoup. Le travail n'est pas seulement l'endroit où on est là pour gagner de l'argent, c'est aussi un endroit d'intégration sociale, de valeur humaine. C'est comme ça qu'on se valorise, et c'est vraiment, vraiment, vraiment un point crucial. Et on a tous vécu, moi je l'ai vécu aussi, et j'étais middle manager, et je l'ai vécu aussi parce qu'à un moment donné, il y a un directeur général qui m'a saqué et qui m'a mis aussi, en quelque sorte, à la torture. Et je pense qu'autour, à tous les niveaux, on a tous vécu des moments aussi où c'était plus dur. Bruno, peut-être tu voudrais peut-être poser une question, dire quelque chose, et puis avant de passer la parole à Jean-Christophe. Je pense juste un constat que je ne peux pas chiffrer ici, mais pour une personne qui
qui a le courage, le cran, comme Jean-Michel, de témoigner, en plus d'écrire un livre. Vraiment, je vous invite à lire le livre de Jean-Michel. Je l'ai mis dans les commentaires, hein, parce qu'on est au plus près de la réalité, qui est souvent de côté, atténué, stoppé, banalisé presque. Et là, on a quelque chose qui permet de dire, ça existe, voilà les faits, on vient de le voir avec beaucoup d'émotions. Et derrière, on a une chance, et c'est là où Jean-Christophe va pouvoir aussi nous éclairer, on a une chance dans cette organisation que ce type de situation est considéré et prise comme un outil de réflexion, comme un outil de prise de recul pour l'organisation et que la direction, le top management va dire qu'est-ce qu'on peut faire. Ok, alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi j'ai passé effectivement beaucoup d'années à travailler sur les démarches d'excellence opérationnelle dans le groupe Michelin et particulièrement dans l'industrie et sur la qualité managériale. Alors, le livre de Jean-Michel Frixon, le premier livre, parce qu'il y en a eu un deuxième et puis un autre en préparation, le premier livre de Jean-Michel Frixon est sorti en 2021 et Jean-Michel montre très clairement dans son livre l'impact que peuvent avoir des managers, les mauvais managers et les bons, hein, et comment finalement une équipe peut se trouver dans une attitude de désengagement ou d'engagement juste par Alors, ce qui est intéressant dans le livre, en particulier sur la fin où Jean-Michel a un changement de chef, on est tout égal par ailleurs, parce que finalement, c'est la même entreprise, c'est les mêmes formations managériales, c'est les mêmes valeurs qui sont communiquées, c'est tous les mêmes processus d'appréciation. Donc, tout est égal par ailleurs, il y a juste un changement de chef. Et on passe d'une équipe qui est désengagée à une équipe extrêmement engagée. Donc, c'est très intéressant. Alors, moi, très rapidement, ce que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, le groupe Michelin n'a pas attendu la sortie du livre de Jean-Michel Frixon en 2021 pour faire des progrès sur la qualité managériale, heureusement. On a conduit un certain nombre de révolutions. Alors, je dis bien révolution, on a commencé autour des années 2005-2006. Alors, jusque début des années 2000, on va dire que l'industrie Michelin est un peu dans le standard monde. Les opérateurs de production sont, comme l'a dit Jean-Michel, hein, ils déposent leur cerveau au vestiaire et puis sont exécutants et il y a pas mal de chefs autour pour réfléchir à leur place. Alors, en 2005-2006, on a engagé 3 révolutions. Et je dis bien, ce sont des révolutions. La première, c'est un changement de mindset où on a fait une inversion de la pyramide. C'est-à-dire qu'on a rappelé à tout le management, alors bien sûr au management de rang 1, le premier niveau, mais jusqu'au top management, la première mission, c'est le support aux opérations. C'est d'aider les opérationnels à délivrer leur performance, la performance attendue. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment un message qu'on a passé du bas jusqu'en haut, c'est jusqu'au COMEX. Pour mettre en œuvre ce mindset, très concrètement, c'est la deuxième révolution qu'on a mis en place. On a mis en place un processus très structuré d'écoute des problèmes des opérations. C'est-à-dire que c'est vraiment organisé tous les jours. La hiérarchie réunit les opérateurs et écoute leurs problèmes. Et on a mis en place un système d'escalade du problème dans la hiérarchie jusqu'à un niveau qui a les compétences pour le traiter. Hein. Alors, très simplement, on appelle ça chez nous les WIN. Alors, W-I-N, ça veut dire What is important now. Donc, un WIN vert, c'est chef, je t'informe d'un problème, mais avec les collègues, on est assez grand pour le traiter. Et WIN rouge, c'est chef, je t'informe d'un problème, là, j'ai besoin de ton aide. Sur un WIN rouge, le chef a obligation de traiter le problème. Ça, c'est du non négociable. Bien sûr, le N+1 n'a pas toujours les compétences pour traiter ce problème. C'est là où il peut se tourner vers sa hiérarchie en disant j'ai un WIN rouge, j'ai besoin d'aide. Et ce WIN rouge, il peut remonter jusqu'au COMEX s'il faut une intervention du COMEX pour traiter ce problème. Donc, ce que je vous raconte là, c'est très organisé et processé tous les jours. Et on a fait des copier-coller dans d'autres domaines de l'entreprise, y compris dans le tertiaire. Ça marche très, très bien dans tous les secteurs. Ça marche très bien dans l'industrie. Hein. Voilà, dans le tertiaire, on l'a fait chez Michelin, ça marche très bien. Voilà, donc cette deuxième révolution, c'est finalement cet engagement de la hiérarchie.
Et la troisième révolution, c'est qu'on a profité de la remontée de ces problèmes pour réfléchir à plus d'autonomie de nos équipiers, pour leur dire, mais finalement, tu appelles à l'aide, j'appelle à l'aide parce qu'il me manque telle compétence. Et ben, on peut regarder comment enrichir les compétences. Ou j'appelle à l'aide parce que je ne suis pas autorisé à prendre cette décision. On peut regarder comment on peut faire que les gens soient autorisés à prendre cette décision. Donc, on peut profiter de ces problèmes qui remontent pour qu'il y ait une réflexion à comment on rend les équipes plus autonomes, plus agiles et plus rapides à traiter les problèmes. Alors ça, c'est les trois révolutions. Alors, ça s'est traduit très concrètement par des vrais progrès de performance. On a fait des progrès de performance remarquables. Et aussi, on mesure tous les ans, une enquête externe par une société extérieure, où on garantit l'anonymat, le taux de satisfaction, le taux d'engagement des gens à venir travailler pour Michelin. Et on a vu un énorme progrès de ce taux d'engagement, de ce taux de satisfaction, finalement assez corrélé à la performance et à ces méthodes dont je vous ai parlé. Et nos usines tournent toutes les nuits et tous les week-ends sans chef. Voilà. Mais en 2021, donc tout ça, on est très content de nous. On a fait un boulot, on est fiers, ça marche. En 2021, sur le livre de Jean-Michel qui dit attention, il y a quand même des chefs qui n'ont pas compris. Et ça, c'est effectivement, ça fait mal de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Et pourtant, on a donné les formations. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que, encore une fois, chez Michelin, les formations, on en donne. Et donc, moi, j'ai proposé à Jean-Michel de faire une tournée des usines françaises. Donc, on a 15 usines en France. Et dans chaque usine, on a réuni tout le management, du N+1 par rapport aux opérateurs jusqu'au directeur de site. Et on les a tous réunis. On a dit à Jean-Michel, eh bien, tu vas leur parler de ta vie d'opérateur, de ta vie d'employé, et tu vas leur parler de l'impact qu'ils ont sur l'engagement, mais par ces choses simples de comportement, de valeurs humaines du chef. Et finalement, ces choses simples qu'on oublie, qui sont dans toute la relation humaine du travail, savoir dire bonjour, savoir dire merci, s'intéresser aux personnes. Un bonjour, comment ça va? Mais on écoute la réponse au comment ça va, on n'est pas pris ailleurs. Donc, on a fait ça en 2022. Et les directeurs d'usine m'ont écrit en disant Jean-Christophe, ça a été la plus belle formation managériale de notre vie. Ça vaut un slide. Parce que Jean-Michel, en fait, il s'est adressé au cœur des gens. Et moi, j'ai été en spectateur dans une usine. Et c'était bouleversant, les échanges. J'ai vu des managers qui pleuraient. Et une des leçons qu'on a retirées de ça, c'est que j'ai retiré, moi, c'est qu'on apprend beaucoup mieux par le cœur que par cœur. Par cœur, c'est les slides, et ça, on en a fait. Par le cœur, c'est un dialogue manager, où le manager ou des managers montrent l'impact qu'ont les managers sur leur engagement par des choses simples de comportement. Et du coup, Michel, il a écrit suite à ça un deuxième livre qui s'appelle « L'ouvrier qui murmurait à l'oreille des cadres », où il raconte ses tournées des usines et ses échanges avec les managers. Eh ben, très super histoire aussi. Ce que j'aime beaucoup dans l'approche, c'est en quelque sorte l'essentialité de l'humain, c'est-à-dire nos besoins humains. Tout humain a besoin de 2-3 besoins essentiels qui sont le besoin d'être écouté, le besoin d'être respecté et le besoin d'être apprécié, pour ne pas dire aimé. Ça va un peu plus loin, mais en tout cas, ces 3 besoins sont fondamentaux. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est comment une entreprise comme la vôtre, comme Michelin, a accepté le fait que revenir à du simple, revenir à de l'essentiel, a un pouvoir aussi important. J'ai aussi une histoire à raconter, parce que j'ai récemment travaillé dans le retail alimentaire avec une directrice. En individuel, c'était une personne fantastique. Mais quand elle entrait dans son département, elle prenait son masque de manageuse. Et là, c'était pas si fantastique du tout.
Et il y avait souvent, c'est un peu ça qu'on a appris, c'est qu'on a appris souvent à projeter une image. On s'accroche beaucoup trop au KPI, aux résultats, à la performance objective, etc. Et on estime justement que l'intime, le personnel, puisque là, Jean-Michel a bien souligné cette question, revenir à du personnel, connaître son collaborateur dans qui il est et non pas ce qu'il fait, eh bien, c'est quand même générateur d'une grande complicité et donc de performance. Je sais pas, Bruno, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Oui, peut-être avant les questions qui pourraient se poser. Ce qu'a dit Jean-Christophe, c'est à la fois très simple et relativement compliqué à mettre en œuvre parfois. Surtout en ce moment où on a un niveau d'incertitude et d'urgence qui est, je pense, on pourra tous se le dire, relativement, voire très élevé. Et donc, pour mettre en place ce genre d'éléments, c'est du bon sens en action, c'est de l'humain au quotidien. Mais parfois, j'ai eu le cas la semaine dernière où je disais à un DG, tes équipes là se plaignent. Alors, c'est pas processé chez eux comme chez Michelin, comme tu le disais, Jean-Christophe. Donc, il n'y a pas les cartes, les fiches vertes ou rouges. Donc, je lui ai dit, je te donne le feedback, tes équipes ne te voient plus assez. Et il me dit, mais Bruno, on vient de lever 200 millions d'euros, on a beaucoup de choses à traiter, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut qu'on traite ces sujets-là. Et je disais, peut-être qu'il faut prendre un peu de temps quand même. Donc, vous voyez, ça, c'est difficile déjà d'une part. Et d'autre part, par rapport à ce que tu disais, Antoine, les KPI, etc., on a tendance à se dire, on va remettre ça demain. Et c'est là où, effectivement, les problèmes commencent de façon imperceptible à se mettre sous les radars. Et à un moment donné, comme on l'a vu de façon très, très forte avec Jean-Michel, à un moment donné, ça explose, soit au plan individuel, soit au plan de l'orga. Et au global, tout le monde y perd, et l'orga, et le top management, et évidemment la personne. Oui, absolument, oui. Vas-y, Jean-Christophe. Non, moi, ce que je peux témoigner, c'est quand on a mis en place ce processus d'écoute du terrain, et donc d'écoute des problèmes des gens sur le terrain. J'insiste, on l'a fait dans l'industrie, on l'a fait dans le tertiaire chez Michelin, donc dans des fonctions totalement différentes de l'industrie. On a été extrêmement surpris au début de la quantité de petits problèmes qui remontent. Et ce mot petit problème, c'est ça qui est le clivage entre la hiérarchie et les opérations. Parce que pour la hiérarchie, ce sont des petits problèmes. Alors, c'est vrai que ce sont des petits problèmes parce que la hiérarchie passe son temps dans des réunions avec des slides. Mais celui qui a le petit problème tous les jours, ce n'est pas un petit problème, c'est un gros problème. C'est comme le petit caillou dans une chaussure. Si vous partez en rando, il est insupportable. Si on reste assis dans une salle de réunion, on l'accepte. Et donc, le clivage est là. C'est que la hiérarchie juge que les problèmes du terrain sont des petits problèmes. Il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas de petits problèmes. C'est ce qui agace et qui irrite les gens dans le travail au quotidien. Donc, il faut organiser le traitement de ça. Et nous, on a été surpris de la quantité de problèmes qui gênaient les gens. Dans le tertiaire, j'insiste, comme dans l'industrie et dans d'autres fonctions, R&D, on a fait ça dans d'autres domaines. Et donc, vous créez à la fois de la performance parce que vous facilitez le travail, mais en plus, vous créez du engagement parce que le travail est plus agréable, c'est plus fluide, c'est plus… voilà. Et la hiérarchie connective. Donc, vous gagnez sur les deux fronts. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je suis complètement d'accord avec vous et c'est transformateur. Typiquement, dans une intervention que je fais aussi, j'ai commencé par dire quels sont justement vos problèmes, c'est quoi votre problème, et puis aussi, apprenez à dire non. C'est le deuxième pas aussi, parce que souvent, les managers notamment croulent sous l'excès d'urgence. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, pour répondre au commentaire qui a été fait, maintenant, je vous invite effectivement à poser vos questions. On est dans le dernier tiers. Je réponds juste au commentaire qui est justement, il faut séparer. Moi-même, j'ai été manager toxique, donc j'avoue. Je n'avais pas un niveau de toxicité très élevé, mais j'ai joué aussi au manager toxique en quelque sorte malgré moi. Et j'ai appris
effectivement, par la douleur, je raconte juste l'histoire. J'ai fait des reproches à une personne parce qu'elle n'avait pas cette pensée stratégique. Quelque part, ce n'était pas non plus très choquant. Et je lui ai fait le reproche le vendredi. Effectivement, j'ai dû lui foutre en l'air son week-end. Si vous avez du feedback pas positif à donner à quelqu'un, s'il vous plaît, le faites jamais le vendredi. Parce que la semaine suivante, c'est exactement ce que Jean-Michel vous a raconté, c'est quand on va pointer, eh bien, on n'a plus envie. On se dit, j'ai le nœud dans le ventre, etc., etc. Mais cela dit, j'ai eu cette chance, effectivement, de comprendre que j'avais fait une erreur, et après, en tout cas, d'essayer de minorer. Et c'est un des points, c'est qu'il faut bien séparer le responsable et le coupable. On est tous responsables, et Jean-Christophe l'a bien dit, c'est parce que l'organisation a décidé que c'était un vrai problème, et donc a fait que toutes les hiérarchies réagissent. Ça ne veut pas dire que les gens sont... Parce que souvent, c'est même du phénomène de l'ordre de l'inconscient. Et puis, ça a été dit aussi par Jean-Michel, les messieurs des grandes écoles, dont certains de nous font partie ici, on n'aura pas appris à se comporter. C'est du comportement humain. Oui, bien sûr. D'autres questions, s'il vous plaît? Pendant que les questions arrivent, on me l'a demandé là, j'ai vu des messages, donc je l'ai mis dans le chat là, sous le webinaire. Donc voici à nouveau les coordonnées, enfin le titre du livre de Jean-Michel, le premier en tout cas, parce qu'effectivement il en a fait d'autres. Merci beaucoup. Juste un petit point sur les questions. Monsieur Jandin qui dit que le manque d'écoute et de reconnaissance coûte 28 à 40 milliards d'euros pour les entreprises françaises. Je vois quelqu'un qui dit où sont les sources. Alors vous en avez une, c'est Jean-Michel Frixon. Il est en face de vous, il peut vous expliquer la différence de performance de l'équipe, même équipe, les mêmes machines, le même process, la même boîte, juste pour le changement de chef. Jean-Michel, en 2-3 mots, vas-y. Oui, en 2-3 mots, c'est pour ça que quand j'avais le manager toxique, Patrick, donc j'étais à la production, on devait assurer une production qui était établie à 80% d'activité, etc., etc. Je passerai là-dessus. Donc ça, c'est au quotidien, hein, tous les jours. Donc. Et en cas de manager toxique, parce que moi, je l'ai fait à regret, je dis bien à regret, je dis à regret par rapport au patron qui me payait, et non pas Patrick, c'est pas lui qui me payait, mais je le faisais parce que j'avais mon manager toxique qui me menait la vie d'une façon épouvantable, éprimante. Eh bien, quand, par exemple, je travaillais de l'après-midi, soit 13h, 21h, je savais, à force de tenir poste, on sait quand est-ce qu'on a fait la production. Donc, à 19h, je savais que j'avais atteint cette fameuse formule de 80%. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais à contre-cœur. Je dis bien à contre-cœur. Permettez-moi de cette expression un peu triviale. Je desserrais les cale-pieds. J'arrêtais tout simplement. Bon, le chef n'était pas là, mais il aurait été là, ça aurait été pareil, j'aurais pu l'endormir d'une autre façon. J'arrêtais parce que je me disais, c'est pas la peine pour recevoir 0% en milieu d'année ou en fin d'année, à quoi ça sert donc de bien travailler, de faire son taf d'une façon le plus professionnelle possible. Donc ça, je l'ai fait. Et à contrario, la manageuse que je vous ai pris en exemple au cours de mes 3 dernières années, comme je vous l'ai dit, je ne soufflais plus en bas de jambes dans le tourniquet. Et là, on est dans le bien-être au travail. C'est-à-dire, c'est grâce au management, c'est pour vous dire l'importance du management. J'étais dans le bien-être. Et quand on est dans le bien-être au boulot, vous travaillez davantage sans même vous en apercevoir. Et quand il était 19h, il était hors question que j'arrête. Je travaillais bien sûr pour le patron, ça c'est une chose, mais je travaillais pour elle. J'allais jusqu'au bout parce que je savais que mon boulot allait être reconnu. Donc, vous pouvez, voilà, l'exemple que m'a tendu Jean-Christophe, c'est du vécu parce que je l'ai pratiqué, mais aussi mes collègues l'ont pratiqué. C'est tout un atelier. C'est un atelier où c'est 50 personnes à la production. Matin, voilà. Donc, vous voyez la puissance et l'impact du management. Donc, entre les deux chefs, c'est la même équipe. Tout est égal par ailleurs. Vous avez un écart de 15 à 20% de productivité. Juste par les valeurs du chef. Juste par les valeurs du chef. Et en cumul, pardon. Bruno, je t'en prie, vas-y. Et en cumul, Jean-Christophe, Florent Ménégo, donc l'actuel PDG de Michelin, avait
indiquait le temps d'arrêt, la décision déjà qui était un processus extrêmement intéressant à écouter par Florent Menegaux. Il avait indiqué le temps qu'avait pour le Covid, le temps d'arrêt qu'avait mis pour arrêter toutes les usines, et ensuite le temps de reprise. Peut-être que tu peux nous en dire un mot, Jean-Christophe, parce que là, c'est un KPI, je trouve, absolument monumental. En fait, ce qui s'est passé le dimanche 15 mars 2020, quand on écoute les informations ce dimanche 15 mars 2020, on voit que le Covid explose partout, il explose en Espagne, c'est dramatique en Italie, ça arrive de façon dramatique en France, il y a un stress énorme partout. Et dans le groupe Michelin, on a énormément d'usines en France, on a plus d'une quarantaine. Oui, excuse-moi, en Europe. Et on n'a pas de masque, on n'a pas de Covid. On est comme tout le monde, hein. On n'a pas de masque, pas de masque et pas de gel. On est comme tout le monde. Alors, la question se pose de faire revenir les gens au travail sans masque et sans gel. Et dans la discussion que j'ai eue, j'étais patron de l'industrie à ce moment-là, avec le patron du groupe, Florent Menegaux, on a pris tous les deux ensemble la décision de dire on va arrêter toutes nos usines le mardi 17 mars matin. On a fait venir les gens le lundi pour vider en fait les ateliers, pour vider les machines. Et le mardi matin à 5 heures du mat, on s'est arrêté totalement. On a été le premier groupe industriel à s'arrêter. Alors bien sûr, ça a surpris nos clients. Il a fallu prévenir tous les clients. On a beaucoup de clients qui ont besoin de nos pneus. Mais on leur a dit, écoutez, regardez ce qui se passe. De toute façon, vous n'allez pas vendre grand-chose de votre côté non plus. Et donc, on a été le premier à s'arrêter. Les gens étaient extrêmement reconnaissants de cette décision. Et quand il a fallu reprendre la production très vite, on l'a reprise vers fin mai, il a fallu reprendre très vite parce que tous les stocks s'étaient vidés de partout. Les gens nous l'ont rendu. Les usines ont redémarré très vite. J'ai même des directeurs d'usines qui m'ont dit, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont redémarré bien plus vite que ce que je pensais. Et en fait, les gens nous ont rendu le respect qu'on leur avait donné. Voilà. Et ça c'est une règle fondamentale. Les gens vous rendront toujours le respect que vous leur donnez. Hein. Donc, c'est une règle de l'humain partout sur la planète, d'ailleurs. Hein. Oui, absolument. Et ça, en fait, Jean-Christophe, Florent avait dit à une conférence à Sciences Po, c'était quelques mois pour le temps d'arrêt, ou en tout cas de longues semaines. Et quand ça avait été repris, c'était seulement quelques jours. C'est-à-dire que quand on redémarre les usines, ça prend du temps de tout redémarrer. Il faut refaire venir les matières premières. Il faut tout. Je ne sais pas si c'est. Il y a un problème. Mais, voilà, donc redémarrer des usines, ça prend du temps. Et donc, les directeurs d'usines avaient prévu des temps de redémarrage assez longs, progressifs. Et c'est là où on a été surpris par les vitesses de démarrage, parce que les gens se sont mobilisés d'une façon surprenante. Et encore une fois, ils nous ont rendu, ils nous ont dit, quand on a refait une tournée des usines après avec Florent Menegaux, et les opérateurs nous ont dit, mais on a démarré très vite parce que vous avez arrêté très vite. Vous avez pris la décision d'arrêter très vite, on vous l'a rendu au redémarrémarrage. Oui, ça c'est super de. Si on prend un jargon un peu consulting, on pourrait dire que c'est la symétrie des attentions qui a été vécue. Exactement. Je te dis bonjour, tu me dis bonjour, je te demande comment ça va, je te dis comment ça va, dès lors qu'il y a du cœur, et non pas que le comment ça va, on l'a dit après avoir fait 10 mètres, après avoir posé la question. Ouais. Et ça, c'est un facteur important aussi dans cette connexion humaine. C'est pour un directeur, pareil aussi, ce qui est important, c'est se promener sur le plateau, aller voir les usines, aller voir les entrepôts, les opérations de logistique qui sont quasiment jamais visitées. Mais même ces endroits-là, eh bien, il y a des gens qui travaillent. Et puis surtout, il y a des gens, et c'est ce qui a été dit aussi par Jean-Christophe et par Bruno, c'est que le moment où il faut faire des efforts spéciaux, parce qu'il y a eu une rupture de production, donc il faut le récupérer dans le magasin logistique, par exemple, ces gens-là sont fondamentaux et extrêmement utiles. Et à tous les niveaux, je dirais presque que c'est le devoir d'un DG de faire ses tours d'usine régulièrement, ou de faire ses tours justement de ces opérations-là, ou d'un directeur, et de s'y montrer avec régularité, et puis de connecter avec les humains en termes très simples. Comment ça va la vie? Comment ça va le boulot? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Etc. Et c'est ça qui, en quelque sorte, est un catalyseur de performance quand c'est nécessaire. Peut-être Jean-Michel peut dire un petit mot là-dessus, rapide. Dans sa tournée des usines françaises, il a eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'opérateurs dans toutes nos usines, on a du monde. Et quel est le message principal
halles que t'ont passé les opérateurs, Jean-Michel. Oui, oui, vous allez être surpris parce que, alors c'est un cliché peut-être que je fais parce que faut éviter les généralités, bien sûr. Souvent on pense, bon, bah, les ouvriers, ils pensent qu'au salaire, etc., etc. Et puis je peux vous promettre en toute honnêteté, s'il y avait des doléances, l'augmentation de salaire est venue en troisième position, jamais en premier ni en deuxième. Et la première des recommandations, des observations qu'on m'a fait, c'est-à-dire la plupart des gens, pas sur toutes les usines Michelin, mais dans un bon nombre, les opérateurs et les opératrices disaient, ben, si vous pouvez dire au directeur de l'usine en question dans laquelle je me trouvais, s'il pouvait venir nous voir sur nos postes, voir nos responsabilités, notre fierté de faire le produit. Et je dis bien la fierté, il me disait ce mot-là, parce que moi, le directeur, je ne le connais pas. Et il m'a rajouté, ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise, je le connais dans les grandes réunions où on est obligé d'y aller, et il me dit tout de suite derrière, il me dit, pour moi, ça ne compte pas. Ouais. Moi, ce que je voudrais, c'est que le directeur vienne me voir sur nos postes. Et vous ne pouvez pas savoir ce que moi, ça m'a fait très mal au ventre, parce qu'ils m'ont demandé, de toute façon, si je vous le dis, vous n'allez pas le dire, et je leur ai dit, si en fin de journée, je verrai le directeur et le directeur des ressources humaines, et je vous prie de croire en toute honnêteté que même si j'ai eu ce bonheur, ce cadeau que M. Ménégo et M. Guérin m'ont fait de faire le tour de France des usines, je n'étais pas pour autant à Ben Oui, ou faire dans l'angélisme, dire non, tout va bien partout, non, c'est pas vrai. Et quand j'avais ça, quand j'avais des doléances comme celle-ci, je le disais au directeur de l'usine et devant le directeur des ressources humaines, et je vous promets qu'ils se sont regardés, ils ont eu quelques secondes de solitude, et ils m'ont simplement rétorqué, oui, mais nous, on croyait que les actions de reconnaissance, ça suffisait. Moi, les actions de reconnaissance, je connaissais, c'est-à-dire des places pour aller voir un match, des trucs, bon, ça, j'ai dit, non, ça c'est très bien, gardez-le. Mais j'ai dit, non, voyez, c'est pas ça. Ils demandent à ce que vous veniez sur le terrain et voir les responsabilités qu'ils ont. Parce que si vous venez voir les opérateurs et les opératrices, vous verrez, ils auront un sourire comme ça parce qu'ils seront fiers que vous vous intéressiez à eux. Voilà ce que j'ai entendu. Ouais. Et j'oserais presque dire, parce que c'est comme ça, des fois, je le raconte aux managers aussi, c'est comme la vie de couple. Si c'est juste un cadeau à l'anniversaire de mariage ou de fiançailles, etc., une fois par an, et c'est pas tous les jours, il y a un problème. Et la connexion humaine répond à des invariants, en quelque sorte. Et cette dimension d'invariant qui est déjà historique, on a été construit il y a des millions et des millions d'années, notre biologie, notre fonctionnement humain, il a été construit il y a des millions d'années, eh bien, on vit encore dessus, et c'est très bien, ça fait partie de notre richesse. On a une question là de Marianne Dinet qui dit, qui demande à Jean-Michel, a peut-être pas bien entendu, qu'est-ce qui arrive en deuxième position entre le directeur et le salaire, Jean-Michel? La deuxième position, donc je vous l'ai dit que le directeur donc venait sur le terrain. Et la deuxième chose, là, il leur ramenait à leur manager respectif de dire je dis bien, moi j'ai entendu des choses extraordinaires à propos du manager direct. Ça se voyait. Les gens étaient bien, il n'y avait pas besoin de creuser profond. Et là, je vous l'ai dit, dans les ateliers, c'est cru, c'est violent, mais c'est sincère. Un compliment vaut 3 compliments. Et quand ça allait bien, ils m'ont dit. Et donc, pour répondre à votre question, la deuxième chose, disait de la part du manager direct de dire, moi j'aimerais qu'il vienne s'intéresser à mon poste lui aussi. Et puis surtout, ce qu'il disait, j'aimerais un peu plus de respect et de considération. Je vous donne juste une fenêtre d'un exemple concret d'une usine à Clermont-Ferrand. Un ouvrier polyvalent, donc il connaît tous les postes, c'est un diamant pour un service, une personne qui connaît tous les postes, m'a dit, est-ce que je peux vous faire confiance? Est-ce que vous allez remonter ce que je vais vous dire? Et j'ai dit, mais oui, bien sûr. Et je l'ai fait. Et il m'a dit, voyez, vous direz à mon manager, quand vous allez le voir ce soir, puisque moi je l'ai vu, le manager après, il m'a dit, vous savez, quand il me dit, bien Philippe, moi tout de suite, je travaillais du matin, donc 5h, 1h, il me demande pour le lendemain de passer en équipe de nuit parce qu'il manque un collègue qui est arrêté pour 8 ou 15 jours. Et il me dit, moi, je viens pas pour passer de nuit par plaisir. Et il me dit, je le fais pour mon manager. Vous voyez déjà l'engagement de l'opérateur.
Et il me dit, eh bien, faites remonter cette chose. Je vous assure, tout est vrai. Il me dit, eh bien, quand vous verrez mon manager, quand moi, j'ai repris la rotation dans mon équipe, j'aimerais bien qu'il vienne me voir en me disant, Philippe, merci de m'avoir dépanné, parce qu'il l'attendait toujours. Ouais. Et là, pareil, moi, j'étais à la retraite. Donc, je vous assure que là aussi, j'ai eu encore mal au ventre. Vous voyez, c'est des petits détails. Quand je vous disais dans mon intervention, sachez dire merci quand ça le mérite. Il ne faut pas le dire tous les jours. C'est pas ce qu'on attend. Puis, au bout d'un moment, ça serait plus crédible. Mais quand il y a des changements comme ça, des sollicitations, parce qu'il y a plus de boulot à un moment donné, et dans les bureaux, dans les ateliers, il y a des coups de pique. Sachez dire l'impact quand de dire simplement, dire merci de m'avoir dépanné. Et je vous promets, là je vais faire un peu d'humour, pour l'entreprise et le service, ça ne coûte aucun euro, mais c'est un retour sur investissement considérable. Alors, il y a une dernière question, peut-être rapidement. Alors, je ne me sens pas à l'aise effectivement avec cette question, dans le sens, bon, dire, il y a des est-ce qu'on se souvient de quelques entreprises qui ont vraiment des attentions positives par rapport à leurs collaborateurs? Il y a peut-être quelques exemples qui peuvent surgir. Et c'est sûr qu'effectivement, tout l'objectif des livres qui ont été écrits par Jean-Michel, de ce que fait Jean-Christophe, de ce que fait Bruno, de ce que je fais aussi, c'est bien de propager. Parce qu'on est encore très, très loin de la situation qui permettrait à ce que des humains qui passent quand même 5 jours par semaine, entre 6, 7, 8 heures pour 90% dans leur travail, puissent effectivement y trouver une vraie récompense, en général. Là, il y a un vrai sujet. Christophe, ouais. Ouais, j'ai un petit commentaire. Alors, je ne veux pas faire de la pub pour Michelin, mais j'y ai passé 38 ans. Alors, simplement, je peux vous dire que chez Michelin, oui, il y a une vraie volonté de travailler sur l'engagement des gens. Alors, quand je dis volonté, c'est très simple parce que, en fait, on le mesure tous les ans par une société extérieure en garantissant l'anonymat et en interviewant cette société extérieure. On voit en fait un questionnaire par mail avec 50 questions. On interviewe tous les ans 100% des gens. Donc, on a une mesure tous les ans très fiable faite par cette société extérieure. Et ça nous oblige à progresser. Alors, pour vous dire un exemple très concret, qui est comme ce qu'on fait tous les ans depuis 10 ans maintenant, hein, tous les ans, chaque manager va recevoir l'appréciation sur une vingtaine de questions que lui fait son équipe. Il y a mon manager m'écoute-t-il, mon manager me respecte-t-il, ma mission est-elle claire? Voilà, il y a 20 questions. Donc, chaque manager va recevoir tous les ans une appréciation de ses équipiers sur une vingtaine de questions. Et il a 3 obligations. La première, c'est de se tourner vers ses équipiers en leur disant « Voilà comment vous m'appréciez ». Donc, il y a un devoir de transparence. Il y a obligation de construire un plan d'action. Je vais construire un plan de progrès avec vous parce qu'il y a des points où je ne suis pas très bien, vous ne m'avez pas bien noté. Hein. Et 3e exercice, cette appréciation par mes équipiers et ce plan de progrès que j'ai construit, je me tourne vers mon chef pour aller lui montrer en disant voilà chef, voilà comment mon équipe me voit et voilà ce que je vais faire comme progrès. Je vous assure que cet exercice-là, ça exige beaucoup d'humilité, c'est exigeant et on a fait aussi d'énormes progrès sur la qualité managériale. Voilà, ouais. Simplement, et on le mesure encore une fois dans l'engagement. Voilà, simplement pour dire qu'il y a une vraie volonté avec des actions très concrètes. Voilà. Ben, très bien, je vous remercie. Je pense que je vais peut-être laisser à chacun de nous faire sa petite conclusion par rapport à ce live. Qui voudrait commencer? À moins de Bruno, tu veux dire quelque chose avant? Bah, la conclusion, je vais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Christophe à nouveau. Et ce que disait Jean-Michel, et ce qu'il témoigne dans son livre. C'est une exigence, ce respect, cette dimension humaine qui est chamboulée, qui est questionnée, un peu mise de côté pour tout un tas de raisons, bonnes ou mauvaises, les circonstances, etc. Mais à nouveau, c'est ce qui fait le contrat social dans une société, c'est ce qui fait qu'on va, comme le disait Jean-Michel, se lever le matin et se coucher un peu plus tard pour rester, pour travailler pour l'entreprise, les managers et pour soi-même. Et tout ça donne, une fois qu'on a passé l'idée que c'est une exigence inatteignable et que c'est au contraire une exigence productive,
dès lors qu'on la met en process, comme l'a rappelé Jean-Christophe, dès lors qu'on l'inscrit au long cours dans la culture de la boîte, c'est gagnant pour tout le monde. Oui, bien sûr. Alors effectivement, il faut passer ce cap de l'ego qui en prend un coup, effectivement. Mais une fois qu'on a mis ça de côté et qu'on voit les bénéfices pour tout le monde, bah, je pense on le voit sur les visages dans des plans de transformation dans lesquels on est ou qu'on mène. Dans ces cas-là, il y a des moments un peu parfois de crise et il y a un avant et un après. Et dans l'après, on voit bien que tout le monde est beaucoup plus à l'aise pour juste se dire bonjour ou se dire ça va pas bien, aide-moi, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on a décrit aujourd'hui. Mais il y a ce passage un peu délicat à franchir. Et pour répondre à la question qui a été posée, quelles sont les entreprises qui sont vraiment intéressées, bah, il y a des cas comme Michelin qui sont des cas emblématiques qui poussent tous azimuts les leviers pour que ça soit vraiment travaillé, cet engagement, cette performance et ce respect. Et puis, il y a celles qui essayent et pour transformer l'essai, bah, il faut mettre tous ces leviers-là en route en se disant on peut faire mieux, tout simplement. Ouais, tout à Très fait. bien. Jean-Michel? Oui, merci. Peut-être que je l'ai pas assez dit, mais parce que moi, je parle de ce que j'ai connu, donc le monde ouvrier, l'univers ouvrier, donc la relation, vous l'avez forcément compris, entre le manager et le personnel. Mais vous savez, c'est avec l'expérience qu'on fait en toute modestie, hein, dans les interventions, dans les écoles, voilà, et dans les entreprises. Le respect, et la considération des gens, ça marche pour le manager, mais au-dessus du manager. Il faut que son N+2 ou N+3 respecte et considère et épaule le manager. Savoir lui dire à lui aussi, en tant que manager, tu fais du bon boulot, je suis content de toi. Donc ça marche à tous les niveaux, c'est un millefeuille. Parce que j'aime, dans chaque intervention, quand vous respectez et considérez les gens, donc de tous les niveaux, hein, c'est un millefeuille. Moi, j'aime prendre comme image le titre du film historique sur la résistance qui s'appelle L'Armée des Ombres. Quand vous respectez, j'en suis intimement convaincu, quand vous respectez, considérez et écoutez les gens, quel que soit le niveau, donc à tous les étages, c'est une armée qui s'engage pour l'entreprise et pour le manager. Et puis, je vais finir par ces petits mots. J'ai vu passer beaucoup de petits messages que je découvre. Et je voudrais... ça y est, c'est l'émotion. Je voudrais vous dire merci. Vas-y, Jean-Michel. Il me touche beaucoup. Donc, même si je ne vous vois pas, je vous dis merci. Ben, merci. Merci à toi, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Ouais. Jean-Christophe, tu voudrais peut-être aussi conclure? Bon, ben, très rapidement, Jean-Michel et moi, donc en duo improbable, puisque c'est un peu notre surnom, on donne beaucoup de conférences sur ce thème de la qualité managériale sous l'angle des valeurs qu'on attend du manager et qui ont un vrai impact sur l'engagement des équipes, et puis aussi sur comment organiser et processer l'écoute du terrain pour aider les gens sur le terrain à faire leur boulot, et encore une fois, que ça soit dans les processus industriels ou tertiaires. Et on a un certain succès, enfin je dirais un réel succès, puisqu'on est énormément sollicité. On a fait déjà plus de 30 conférences dans des grandes écoles, dans des congrès, des forums. Et on a ce retour partout. Ben, chez nous, le respect, c'est pas ça. Et puis alors, l'écoute du terrain, c'est pas ça non plus. Ouais. Il y a un vrai sujet dans les entreprises de mieux écouter les opérationnels. Toute fonction, tout service. On est intervenu dans des entreprises du tertiaire, comme dans l'industrie, et on a partout ce feedback. Donc, il y a un vrai champ de progrès là. Voilà. Merci à vous tous. Merci en tout cas, merci à vous trois. C'était super de vous avoir. C'était très fort aussi. Franchement, puisqu'on parle vraiment de la connexion à nous-mêmes, mais aussi à nous-mêmes entre humains déjà, et puis même à nous-mêmes. Donc, et c'est vrai que ce qui est dingue, c'est que c'est très très peu formé et développé en grande école. Ça, c'est vraiment très clair. D'autres valeurs sont promues, d'autres enseignements sont promus comme étant quelque part différenciants. Et il est vrai que cette différence humaine, eh bien, elle fait une énorme différence en termes de performance. Et c'est pour ça que le titre. Donc,
Merci à tous. Merci d'abord aux participants. Merci à Bruno, merci à Jean-Michel, merci à Jean-Christophe. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé. Qui ont Le fait deuxième est très bien aussi. Hein. Voilà. Et j'en profite pour reciter le livre. Il faudrait que je trouve le commentaire. Vas-y, tiens, regarde Antoine, regarde. Marianne, voilà. Hop, voilà, vous avez le livre. Et puis, très bonne journée à tous. Et puis, j'espère. Merci beaucoup. Ceux qui sont managers, qui sont dans cette position de manager, eh bien, maintenant, ils savent qu'il y a 2-3 choses qui changent tout. Et autant le faire. Voilà. Merci donc. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir et merci encore. Merci Au revoir. de rester avec nous. Hop.